Dans l'épisode précédent, on a clarifié la terminologie associée aux vulnérabilités. Maintenant, on va se pencher sur des exemples concrets afin de bien comprendre ce que sont les vulnérabilités et de quelle manière les attaquants les exploitent. Dans cette scène du film Matrix, Trinity lance le logiciel Nmap, qui permet de scanner une adresse IP ou un réseau afin de voir les ports TCP qui sont ouverts sur la cible. Elle analyse ainsi les ports TCP de la machine qu'elle souhaite attaquer et observe que le port 22 est ouvert. Il s'agit du service SSH qui est utilisé pour ouvrir une console à distance sur un serveur. Elle lance alors un programme qui exploite une faille de sécurité dans certaines versions du service SSH. Cette faille, c'est la vulnérabilité SSH v1 CRC32, qui permet à un attaquant de prendre le contrôle de la machine vulnérable en faisant un buffer overflow. Trinity y parvient, et elle en profite pour changer le mot de passe root de sa cible et pour saboter la matrice. La faille SSH v1 CRC32 a été découverte par Michal Saliewski en 2001. Elle est référencée CVE 2001-0144 et elle affecte le service SSH version 1. Ironiquement, cette vulnérabilité a été introduite dans SSH version 1 en voulant corriger une autre vulnérabilité. En fait, dans SSH version 1, il y avait un CRC, un contrôle de redondance cyclique, qui était utilisé pour vérifier l'intégrité des paquets. Malheureusement, ce mécanisme était vulnérable à l'insertion arbitraire d'instructions dans les sessions déjà établies. On pouvait réutiliser les CRC déjà existants et soi-même envoyer des paquets. Du code a donc été ajouté pour pouvoir détecter ce type d'attaque sur les sessions SSH. Malheureusement, ce code contenait une faille de type buffer overflow, permettant à l'attaquant d'écrire dans des emplacements arbitraires de la mémoire du serveur. Un attaquant pouvait donc parvenir à faire exécuter des instructions à un serveur cible en bénéficiant des mêmes privilèges que le contexte utilisateur exécutant le démon SSHD, autrement dit root dans la plupart des cas. Ce code additionnel, implémenté dans SSH version 1, utilise un algorithme pour détecter les attaques sur le CRC32, en passant les paquets SSH reçus par le système à la fonction DetectAttack. Dans l'extrait de code ci-dessus, buff est le paquet SSH reçu, et len est la longueur du paquet. Un paquet valide, à la réception, c'est en fait un certain nombre de blocs de texte chiffrés de taille fixée par SSH block size. Chacun de ces paquets est comparé aux autres, afin de vérifier qu'ils n'ont pas la même valeur de CRC, chose qui ne se produit normalement pas dans un flux de données SSH. Si les paquets ont la même valeur de CRC, cela indique en toute probabilité une attaque sur le CRC32. La détection se fait en utilisant une table de hachage qui est allouée de manière dynamique en fonction de la taille des paquets reçus. Cette valeur n est déclarée comme une variable locale de 16 bits. N ayant été déclarée comme une variable locale de 16 bits et non de 32 bits, l'envoi de grands paquets SSH de plus de 65 536 octets peut amener le code vulnérable à faire appel à la fonction xmalloc avec un argument ayant pour valeur 0. Dans ce cas de figure, l'action qui en résulte se traduit par un pointeur dans l'espace d'adresse de programme. Malloc va retourner une adresse valide pointant vers un objet de taille 0. Un attaquant va ainsi pouvoir overloader le code afin d'écrire dans des emplacements de mémoire arbitraires dans l'espace d'adresse du programme serveur SSH
permettant ainsi d'exécuter du code arbitraire sur la machine vulnérable. En général, un shell pour un accès root. Donc voilà pour la vulnérabilité d'un point de vue théorique. Maintenant, pour ce qui est de l'exploitation qu'on peut en faire, on peut par exemple s'y prendre de la manière suivante. On utilise dans un premier temps le logiciel Nmap pour scanner le réseau cible afin de trouver une machine acceptant les connexions SSH. On utilise ensuite le programme ScanSSH qui va nous permettre d'identifier la version de SSH qui tourne sur le serveur et de voir s'il s'agit d'une version non patchée. Ici par exemple, on voit que c'est SSH version 1.99. Ça indique qu'il s'agit de SSH version 2, mais avec la possibilité de passer sur la version 1 si le client le demande. La version du logiciel serveur est OpenSSH version 2.2.0 P1. Cette version est vulnérable. L'attaquant lance alors son propre programme d'attaque. Ici, c'est un programme appelé X2 contre le serveur cible sur le port TCP22. Le programme va tenter d'injecter des instructions dans l'espace d'adresse du programme serveur SSHD jusqu'à ce qu'il finisse par obtenir un shell root sur le serveur. Ce shell est bien dans le contexte root et il bypasse tous les contrôles du serveur. L'attaquant va ensuite pouvoir créer son propre compte et va aussi en profiter pour modifier le mot de passe root. À ce stade, le serveur appartient à l'attaquant. La vulnérabilité Execute My Packet a été découverte en février 2016. Elle affecte l'ensemble des firewalls et concentrateurs VPN de la gamme Cisco ASA. Cette vulnérabilité permet à l'attaquant de faire exécuter du code au firewall à distance. Elle est référencée CVE 2016-1287. Il s'agit ici encore d'une vulnérabilité de type Buffer Overflow. Cette fois, c'est dans l'implémentation Cisco ASA des protocoles IKE version 1 et version 2 que se trouve le code vulnérable. Ces protocoles sont utilisés pour la connexion de tunnels IPsec, autrement dit, pour faire du VPN client ou site à site. Le code vulnérable se situe en fait au niveau de la procédure de réassemblage des paquets IKE après réception. Il est possible pour l'attaquant de passer des instructions dans ces paquets et de les faire ainsi exécuter par le firewall. L'attaquant sera ainsi en mesure de faire du déni de service, par exemple en forçant un reload ou un shutdown, ou bien de compromettre l'équipement. Il est facile pour un attaquant d'exploiter cette vulnérabilité en envoyant des paquets soigneusement préparés sur le port UDP 500, autrement dit le port IKE du système vulnérable. Le risque n'est pas négligeable, notamment si l'on considère que Cisco a vendu plus d'1 million de firewalls ASA dans le monde. Une vulnérabilité dans le kernel Linux permettant une élévation des privilèges a été découverte en janvier 2016. Pour faire simple, elle permet à un utilisateur standard de s'élever au niveau root sur un système Linux. Tous les kernels Linux en version 3.8 ou plus récents étaient vulnérables à la date où est sortie cette vulnérabilité. Autrement dit, de très nombreux serveurs, une grande partie des téléphones Android et un nombre incalculable d'objets connectés. La vulnérabilité est référencée CVE 2016-0728. Pour expliquer le bug dans les grandes lignes, il faut savoir que le kernel Linux utilise un mécanisme de keyring pour stocker des données sécurité de type clé d'authentification, de chiffrement et autres données sécurisées. Chaque process est en mesure de créer un keyring avec la fonction keyctl. Une vulnérabilité dans le code de cette fonction permet à un utilisateur lambda d'élever son niveau de privilège au niveau root en quelques dizaines de minutes. Il s'agit d'une attaque uniquement locale,
Autrement dit, il faut déjà avoir une session sur la machine en question. Par contre, elle permet, à partir de n'importe quel niveau de privilège, d'atteindre le niveau root en quelques dizaines de minutes seulement. En décembre 2015, des vulnérabilités très sérieuses de type backdoor ont été découvertes dans Juniper ScreenOS. Elles permettent à un attaquant de contourner les systèmes de sécurité. La première vulnérabilité, référencée CVE 2015-7755, permet à un attaquant de se connecter via les protocoles SSH ou Telnet à tout équipement réseau Juniper utilisant une version vulnérable du système d'exploitation ScreenOS. Il y a un compte et un mot de passe, depuis rendu public, qui permettent de se connecter à n'importe lequel de ces équipements. Cette compromission, elle peut être détectée par la présence dans les logs de connexions anormales dans lesquels le passage en mode administrateur s'effectue depuis un compte utilisateur standard appelé username 2. La seconde vulnérabilité, référencée CVE 2015-7756, permet à un attaquant en capacité d'écouter le trafic VPN émis depuis un équipement concerné de déchiffrer ce trafic. Avec ces deux vulnérabilités, il est donc possible de se connecter très facilement en mode administrateur sur les équipements ScreenOS et de déchiffrer le trafic VPN émis ou reçu par ces équipements. On pourrait continuer comme ça pendant des heures. Il existe un nombre de vulnérabilités phénoménal et aucun système n'est épargné. On a vu avec l'exemple de Trinity que l'attaquant procédait en plusieurs phases. On va les détailler un peu. Il y a d'abord une phase de reconnaissance. Pendant cette première phase, on va observer la cible pour obtenir des informations la concernant. On va par exemple chercher à savoir quelles sont les adresses IP qui répondent, derrière lesquelles il y a des machines actives. On va s'intéresser aux services qui tournent sur ces machines, ainsi qu'à leur système d'exploitation. L'outil le plus répandu, c'est le logiciel Nmap. Celui-ci a été conçu pour détecter les ports ouverts et identifier les services, mais aussi obtenir des informations sur le système d'exploitation, et ce dans un temps record. Le logiciel est très efficace et fournit un large éventail d'options pour ne pas être repéré par les systèmes de détection ou traverser les systèmes de filtrage, par exemple. L'étape suivante, ça va être de scanner la cible présentant le plus de potentiel en vue de trouver des vulnérabilités. On va par exemple utiliser un scanner de vulnérabilité qui va faire différentes requêtes, différents tests, afin de détecter la présence de telles failles. Parmi les scanners de vulnérabilité, celui qui est très connu, c'est Nessus. Il y a aussi OpenVAS, qui est en fait un fork de Nessus en licence libre JPL. Enfin, la dernière phase, c'est l'exploitation, donc l'utilisation d'exploits, l'attaque à proprement parler. Et là, il y a plusieurs options. Il y a beaucoup de hackers qui vont créer leurs propres outils, qui vont faire leur propre programme d'attaque. Mais il y a aussi des outils qui existent, qui sont disponibles, et le plus connu d'entre eux, c'est Metasploit. Metasploit, à la base, c'est un projet open source dont le but est de fournir des informations sur les vulnérabilités de systèmes informatiques, d'aider à la pénétration des systèmes, on parle de pentest, et d'aider au développement de signatures pour les IDS. Les IDS qui sont des Intrusion Detection Systems, donc des systèmes qui observent le trafic par exemple, et qui vont détecter des attaques. À la base, Metasploit est un projet plutôt défensif. Mais lorsqu'il s'agit des problèmes de vulnérabilité, les attaquants et les défenseurs utilisent souvent les mêmes outils, et Metasploit peut aussi être utilisé pour réaliser une attaque. C'est d'ailleurs un outil très populaire chez les pentesters. Le plus connu des sous-projets du projet Metasploit, c'est le Metasploit Framework, un outil modulaire pour le développement et l'exécution d'exploits contre une cible distante. Dans Metasploit Framework, on va typiquement procéder ainsi. On va d'abord choisir et configurer une exploit. L'exploit étant le code qui permet de pénétrer un système cible
en tirant parti d'une de ces vulnérabilités. Metasploit dispose d'un catalogue d'environ 1 millier d'exploits pour les systèmes Windows, Unix, Linux, Mac OS X, Solaris, etc. Ces exploits sont prêts à l'emploi. On va choisir et configurer une payload. Une payload, une charge, c'est un code qui va être exécuté après avoir été introduit dans la machine cible. Par exemple pour fournir un shell administrateur ou un serveur VNC à l'attaquant. Une fois que l'exploit a permis d'accéder à la cible, la payload, c'est ce qu'on fait sur la machine cible en fait. On va éventuellement choisir une technique d'encodage pour masquer la payload, de sorte que le système de prévention d'intrusion ne puisse pas la détecter. Enfin, on va s'appuyer sur le Metasploit Framework pour prendre en charge l'exécution de l'attaque qu'on a définie. C'est donc un outil flexible et très puissant qui va permettre d'attaquer efficacement des cibles potentielles. Alors, exemple de pentest sur une cible Linux avec Metasploit. Dans un premier temps, il va falloir trouver une faille sur la machine qu'on souhaite attaquer. On va utiliser le scanner de vulnérabilité OpenVAS. Celui-ci nous indique la présence d'une vulnérabilité prometteuse. Il s'agit d'une backdoor qui permet d'exécuter des commandes système. Cette faille est idéale pour prendre la main à distance sur la machine. On va ensuite utiliser la console Metasploit Framework et on va rechercher une exploit qui corresponde à cette faille à l'aide de son identifiant CVE. Il existe bien une exploit pour cette faille et on va donc l'utiliser. À présent, il nous faut définir l'adresse IP de la cible et c'est tout en ce qui concerne le paramétrage de l'exploit. On va ensuite choisir une payload, c'est-à-dire le code qu'on va faire exécuter sur la machine cible à l'aide de l'exploit. On a le choix. On va choisir dans cette liste une payload qui permet d'ouvrir une session. Donc il faut une payload de type bind. On va prendre la payload cmd unix bind ruby. Il ne reste plus qu'à lancer l'exploit, toujours à partir du Metasploit Framework. Et voilà, on obtient un shell sur la machine vulnérable. On peut maintenant entrer toutes les commandes que l'on souhaite. On est root, on peut donc faire tout ce qu'on veut. Deuxième exemple. Cette fois-ci, la cible est un système Windows. La marche à suivre va rester fondamentalement la même. On va exploiter une vulnérabilité, on va de nouveau faire un scan. Cette fois-ci, pour changer un peu, on va utiliser Nessus pour scanner les vulnérabilités. On trouve une vulnérabilité intéressante. Ensuite, dans la console Metasploit, on cherche une exploit qui corresponde à cette vulnérabilité, toujours à l'aide de l'identifiant CVE de la vulnérabilité. On trouve une exploit qui fera l'affaire. On spécifie l'adresse IP de la cible. Et on a ensuite la liste des payloads disponibles. Cette fois-ci, on va utiliser la payload Windows Meterpreter bind TCP, qui va nous permettre d'obtenir un shell Meterpreter. Pour finir, on lance l'exploit et comme prévu, on obtient une session Meterpreter sur la machine vulnérable. Le shell Meterpreter est une véritable boîte à outils pour l'espionnage ou le vol de données confidentielles. Il permet à l'attaquant de réaliser toutes sortes d'actions sur la machine cible. Par exemple, on va être en mesure de télécharger des fichiers. On pourra aussi lancer un keylogger. Un keylogger, c'est un petit programme qui va enregistrer les touches qui sont tapées au clavier. On pourra faire une capture de l'écran tel qu'il est vu par l'utilisateur légitime, et ce à son insu. On va tester quelques commandes de Meterpreter. Il pourrait être judicieux de changer de processus système. De cette manière, si le processus que nous utilisons actuellement pour la connexion venait à être stoppé, on ne perdrait pas l'accès. On commence par afficher la liste des processus. Ensuite, on migre notre session Meterpreter dans l'un des autres processus du système.
on va voir comment télécharger un fichier. On commence par aller sur le bureau. On peut voir un document qui s'appelle topsecret.txt. On le récupère. On va maintenant mettre en place un keylogger, un mouchard, qui va nous permettre de savoir quelles sont les touches qui sont tapées au clavier par l'utilisateur de la machine vulnérable. On récupère les entrées clavier avec cette commande. On affiche ensuite la configuration réseau de la machine cible. Et puis il est bien entendu possible de redémarrer ou d'éteindre cette machine. On est en mesure de récupérer des informations sur le système. Enfin, dans l'éventualité où la machine vulnérable disposerait d'une caméra ou d'un micro, on peut espionner la personne qui s'en sert habituellement. Metasploit est donc un outil qui permet d'attaquer et d'exploiter des machines vulnérables de manière très simple et intuitive. À l'instar de Nmap ou de Metasploit, il existe une multitude d'outils largement disponibles sur Internet, permettant à des gens n'ayant pas forcément des compétences techniques très développées de réaliser des attaques complexes avec une certaine efficacité. Parfois pour le meilleur, comme avec les pentesters, et parfois pour le pire, comme avec les script kiddies. Fyodor est l'auteur du logiciel Nmap, qui est la référence mondiale pour le scan d'adresse IP. Nmap has a flag -F which says scan the 100 most commonly open ports. How do we know that? It's because I scan tens of millions of machines and figure out which ports are most commonly open. I found when I did scans of tens of millions of machines on the internet, which I actually do on not an irregular basis, I get about one complaint per million hosts. And so if you're going after a specific company, you know, the chances that they're going to be that complainer are really low. It's so easy to get an IP address that's not connected. Anyone who's doing this for malicious purposes has so many other compromised machines that they can scan from. You know, it's not like they're scanning from their employer or somewhere you're going to be able to track them back. They've just hopped between so many machines that, you know, if it's a really, really sensitive thing, you know, if this is a government operation or something, then yeah, you can do your IP ID idle scan. You can get a whole bunch of the different IDSs and try and figure out what technique, you know, goes through them. You can modify the NSE scripts a little bit so that they won't match signatures. But the reality for 99% of the cases is they just go at it, and if someone sees them, you know, what are they gonna do? Dans le prochain épisode, on va s'intéresser aux statistiques disponibles concernant les vulnérabilités. Et puis on va bien entendu organiser la riposte en s'intéressant aux bug bounties et au patch management.